a toujours été passionné par les chaussures. Grâce à son parcours dans les plus prestigieuses maisons telles que Kenzo, Lanvin, Hermès et Dior, il a accumulé une expérience précieuse. Maintenant, il a pris la décision de créer sa propre marque de chaussures entièrement éco-responsable, conçue à partir de plastique recyclé provenant des océans. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Frédéric Robert, prêt à partager son parcours et son projet passionnant. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexis. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. Il portait quoi comme chaussures le petit Frédéric pour aller à l'école? Le petit Frédéric pour aller à l'école était assez classique en fait. À l'époque c'était le petit mocassin parce que maman choisissait pour moi. Petit à petit les choses ont évolué et je suis passé à choisir mes propres paires de baskets au fur et à mesure. Il n'y avait pas encore les sneakers qu'on voit aujourd'hui? Alors non, la sneakers elle était réservée à la pratique du sport. Donc en fait si on portait des sneakers c'était parce qu'on avait un cours de sport le jour même. Puisqu'on est dans les jeunes années, qu'est-ce que tu as fait comme études? Bac scientifique au départ pour aller en école de commerce. Je me suis beaucoup amusé, peut-être un petit peu trop. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller faire ensuite une spécialisation. Et j'ai étudié la gestion des industries du luxe et des métiers d'art. Donc pour apprendre à comprendre un petit peu l'histoire de la mode, l'histoire de l'art. Tu pensais déjà à la mode ou tu avais peut-être déjà d'autres idées de projets professionnels? J'étais déjà passionné par la mode parce que je pense que tous les gens qui m'entouraient, surtout des figures féminines comme ma mère, les meilleurs amis de ma mère, étaient déjà un petit peu portés sur ce sujet-là. Et puis lors de mon premier stage, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de vendre de yaourts, c'est pas moi. Rue du Faubourg Saint-Honoré, j'ai distribué mon CV. J'ai eu la chance de rencontrer monsieur Louis Ferraud. C'est un des créateurs qui avait habillé Brigitte Bardot dans une petite robe à carreaux blanche et rose sur la Croisette et il avait eu son heure de gloire par ce biais-là. Et en fait, je suis devenu son assistant pour organiser leur défilé haute couture. Et là, je me suis dit, c'est une révélation, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est une super et c'est pour ça que j'ai pu continuer après et que je me suis débrouillé pour continuer dans le domaine. Ton parcours t'a fait passer par Kenzo, Lanvin, Hermès et Dior. Mais comment t'es arrivé du coup chez Kenzo? Alors on remonte à quelques années, je fais partie de la dernière génération de garçons qui ont dû faire leur service militaire. Et donc j'avais le choix entre faire mon service militaire pendant 10 mois, ou alors pour pouvoir faire un pari où j'ai signé pour 2 fois plus de temps, mais il fallait que j'arrive à trouver une entreprise qui puisse m'envoyer à l'étranger. En cherchant, j'ai trouvé Kenzo qui m'a envoyé à Londres pendant 2 ans, où j'ai fait des tâches subalternes comme de l'administration des ventes, encaisser les chèques. Et donc en ayant travaillé dans toutes ces maisons, est-ce que tu as une préférence? Alors en fait, je vais pas avoir une préférence sur une maison en particulière, je vais avoir une préférence sur des créateurs. Parce qu'après, défendre des valeurs de maison, on est dans des valeurs de luxe, on est dans des valeurs de création, donc tout ça en fait c'est des choses que j'ai pu retrouver tout au long de ma carrière. Par contre il y a des créateurs qui m'ont énormément inspiré. Albert Elbaz, qui était le créateur de la maison Lanvin pendant plus de 10 ans, a été quelqu'un d'extrêmement inspirant et qui m'a énormément construit. Sur l'homme, on avait Luca Osendraeger, qui était le créateur du masculin en fait chez Lanvin, et avec qui je me suis énormément entendu, et je pense que j'ai énormément appris à la fois en développement de produits, mais surtout en coloration et en mélange de matières. Et ça, je leur dois énormément là-dessus. Et tu travaillais du coup dans les sneakers aussi, dans ces grandes maisons? J'ai commencé en fait à travailler sur les accessoires au global, parce que c'était plutôt sympathique. Et en fait, petit à petit, j'en suis arrivé à me spécialiser dans tout ce qui était cuir. Donc ça veut dire la chaussure, la sneakers et puis la maroquinerie. Donc ça veut dire les sacs, la petite maroquinerie, ce genre de choses. Et chez Lanvin, un jour, quand Luca Osendraeger est arrivé, on avait très étonnamment pas de moyens pour pouvoir l'accueillir et développer des collections. Et il m'a tendu une paire de Converse et il m'a dit je veux ça version luxe pour aller avec des costumes. Et donc je suis parti dans des usines, j'ai commencé à faire des dessins, j'ai trouvé des semelles et je lui ai sorti en fait la première basket, on va dire un peu luxe et reconnue qui est sortie sur le marché, qui a fait perdurer cette maison-là pendant 15 ans, qui était la basket Lanvin. Et à partir de là, il y a eu plusieurs collections de chaussures, bien évidemment, des associations de matières différentes. Parce que donc, tu as décidé de créer ta propre marque. J'ai une question, c'est pourquoi? Après une vingtaine d'années à travailler pour d'autres et à défendre les valeurs des autres, j'avais envie de défendre mes propres valeurs. Quand on est chez Kenzo, on fait de la fleur et de la rayure et de la couleur. Quand on est chez Lanvin, on travaille sur des matières assez riches avec des mélanges très très subtils de couleurs. Quand on est chez Hermès, on est là pour ne faire que de la qualité au détriment quelquefois du style. Et j'avais vraiment envie de porter en fait mon propre projet, mon propre trait de style. L'éco-responsabilité était extrêmement peu présente dans la mode, puisqu'elle se met en route aujourd'hui et tout le monde en parle, mais c'était surtout de mon point de vue comment essayer d'être le moins émetteur carbone possible et comment trouver des solutions aux problématiques terrestres d'aujourd'hui. Pourquoi toi tu as eu l'idée et pourquoi tu n'as pas plutôt partagé ton idée dans les grandes maisons? Et est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose ces maisons là-dessus?
Surtout qu'ils ont des moyens. Alors, effectivement, ils ont les moyens et je pense qu'ils en ont pris conscience et c'est pour ça que depuis 5 ans, on voit de plus en plus de collections arriver éco-responsables, de matières éco-sourcées, etc. On le voit beaucoup sur le prêt-à-porter, on le voit très peu sur les accessoires. Et sur les sneakers, c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce qu'en fait, il y a jusqu'à une vingtaine de matières différentes qui composent une basket. Quand on est dans des maisons de luxe ou de mode, en fait, les collections vont très très vite à réaliser. Et on a à peine 3 mois pour pouvoir sortir une nouvelle collection et ensuite la lancer en production. Donc la réflexion va prendre du temps et c'est des sujets qui n'ont pas été forcément encore beaucoup travaillés par ces grandes maisons. Et donc sur le marché de la sneakers aujourd'hui, quel est ton regard? Il est double, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les styles qui sont développés, la recherche et la créativité, c'est-à-dire qu'on va sur des choses un petit peu plus futuristes ou rétro, mais en tout cas on arrive à composer avec plein de choses, ça c'est un premier point de vue. Et puis le second, en fait, qui est quelque chose que je trouve dommage, c'est-à-dire qu'on entend parler d'éco-responsabilité, on est face à des envies de produire, en fait, d'acheter des choses qui sont plus responsables pour la planète, et de l'autre côté, ces produits sont fabriqués extrêmement loin, qu'ils soient en Chine ou au Brésil, et en fait c'est ce qu'on voit au pied de tout le monde. Alors je le comprends, c'est des questions économiques qui sont présentes, hein, mais quelquefois on peut aussi se dire, si je fais un effort par rapport au kilométrage ou au local, je peux arriver à garder peut-être mon produit un petit peu plus longtemps. Et de se dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'acheter une paire à 90 €, on va pouvoir trouver sur un site internet alors qu'elle vient de Chine, si je dépense en 120, 145 €, on arrive à trouver quelque chose de local qui permette en fait d'avoir un style plus approprié et surtout de ne pas ressembler à tout le monde. Quand on arrive dans l'industrie de la sneakers, on a Nike, on a New Balance, on a Adidas. Comment on se place dans ce marché? On fait son trou petit à petit. Ces grandes marques, elles sont toujours présentes et elles ont une force de frappe incroyable en termes de publicité. Elles sont présentes depuis des années. Moi, ça fait à peine 5 ans. J'ai pas forcément autant de moyens qu'eux pour pouvoir faire de la pub ou du placement de produits. Donc j'y vais étape par étape, un pied devant l'autre, j'allais dire, et de façon à pouvoir exister et à prouver que ça fonctionne. Et ça fonctionne de mieux en mieux, mois après mois et année après année. Et donc tu as créé Miland, une marque engagée. En fait, j'ai créé Miland parce que je voulais défendre cette idée de réduction de mon empreinte carbone au départ, me dire qu'on pouvait aller plus loin et qu'on pouvait utiliser les déchets pour fabriquer en fait des chaussures. Et puis j'avais envie de défendre une communauté d'artistes et de se dire qu'ensemble on va pouvoir grandir et exister un petit peu plus. Alors maintenant je vais te présenter les sneakers les plus hype en tout cas de ma génération. Les gens sont vraiment fans de ce genre de paire. Donc on commence par cette paire de LV Trainer que tu dois certainement connaître. J'aimerais avoir ton avis, est-ce que toi tu la porterais? Alors oui, c'est quelque chose que je peux parfaitement porter, elle est plus épaisse que ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. C'est la mode un peu du moment, les chaussures un peu skate, c'est vrai qu'on en voit partout, même dans les plus grandes marques. Alors du coup tu fais du skate avec tes Vuitton? Alors non, c'est plus c'est vrai qu'on parle plus du shape, le fait que la chaussure soit vraiment très épaisse et qu'on porte ça avec des pantalons très larges. Non, mais c'est quelque chose que je pourrais effectivement porter. Je pense qu'il y a le style de la marque Miland évolue un petit peu. C'est sur quelque chose de beaucoup plus rétro, les baskets allemandes par exemple, de sport allemand. J'arrive aujourd'hui à faire des choses qui sont plus dans cet esprit-là. On passe au suivant. Alors là, on est donc dans une maison que tu connais très bien. Parce qu'on est chez Lanvin. Alors ça, pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Je comprends le modèle, je comprends à quoi il ressemble et d'où vient l'inspiration. Je vais avoir plus de mal avec cette languette en fait extrêmement épaisse. Extrêmement épaisse, mais extrêmement confort. Ah ben ça, je veux bien le croire parce que ce n'est que de la mousse en fait. Maintenant, si je prends les deux chaussures, on n'en est pas loin en termes de forme. Et quand on regarde une forme, en fait, hop, je vais regarder. En fait, tu regardes juste les bouts des chaussures qui sont là, on est quasiment sur la même. Ouais, on est assez similaires. Donc ça ne m'étonne pas du tout que tu apprécies ces deux-là. Les LV Trainer Maxi, en fait, c'est une LV Trainer où ils ont vraiment tout boosté. Ouais, ils ont tout rehaussé, tout agrandi. Elle est dopée en fait, la paire. Donc ça, pareil, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour toi. Alors c'est un peu plus compliqué, c'est surtout qu'en fait je la trouve très lourde. Mais c'est vrai que c'est pas très... En fait, elle est très belle, moi j'adore, mais c'est vrai qu'au pied, c'est pas très agréable à porter. À la fin d'une journée, je pense que tu as des jambes qui font... Enfin, les pieds font mal. Ah oui, j'ai fait mon sport de la journée. Hein. J'ai une exigence dans ce que je fais, c'est la limitation de mon empreinte carbone. Du coup, la limitation de l'empreinte carbone, elle passe aussi par la légèreté du transport de mes chaussures. Tout ce que tu m'as présenté, c'est des très jolis modèles. Maintenant, ma vraie problématique, c'est qu'elles sont toutes très lourdes. Donc ça veut dire qu'elles consomment du carbone à chaque déplacement, en fait, d'expédition depuis l'usine jusqu'au client final. Mais à part ça, oui, ce sont de très jolis modèles. Ça, c'est ma paire de Jordan 4 que je portais au lycée à l'époque, donc qui est toujours là.
Ça, c'est la paire qui m'a lancé, en fait, qui a lancé ma passion pour les sneakers. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle? En fait, c'est les modèles originaux pour moi. C'est ceux-là en fait qui ont inspiré tout ce qui se passe derrière, tout ce que tu m'as montré, les différentes découpes qu'on peut trouver sur les chaussures. C'est ce vers quoi en fait aujourd'hui j'ai envie de tendre petit à petit, mais pour arriver à faire un nouveau modèle, il faut que j'ai vendu les précédents pour pouvoir évoluer, etc. au fur et à mesure. La petite dernière, c'est ma préférée de chez Dior, la B9S, qui est pour moi vraiment une vraie réussite. Ça te parle plus du coup peut-être qu'une Lanvin ou Alors ça va déjà plus me parler qu'une Lanvin parce qu'elle est tout aussi on va dire volumineuse, mais peut-être que les lacets sont plus faciles pour moi en termes de portée. En fait, j'ai appris un jour avec un artisan, il y a des choses que je vois là, que tu m'as montré, qui n'apportent pas le confort attendu. Donc oui, elles apportent un style. Dans 2 ans, vous n'en aurez plus envie. Dépenser entre 600 et 800 euros, voire 1000 balles pour une paire de baskets, qui va durer 2 saisons et dont on ne voudra plus après, est-ce que c'est éco-responsable? Je comprends qu'on ait envie de se faire plaisir et qu'on ait du style, mais est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin dans les démarches? Est-ce que Milan, du coup, va faire des sneakers un peu dans le style dont je te montrais, des sneakers un peu plus fat, un peu qui suivent plus la tendance des jeunes, entre guillemets? C'est des choses sur lesquelles j'ai envie de tendre, sur lesquelles j'ai envie d'avancer, c'est des choses qui seront présentes dans les collections. Cette tendance, elle existe aujourd'hui. Moi, le temps que je vienne m'inscrire, dessiner la chaussure, je vais prendre mon temps, je vais aller ensuite les faire produire pour pouvoir arriver sur le marché, je risque d'arriver après tout le monde. J'ai plutôt envie de suivre des envies au quotidien, des tendances qui perdurent, c'est-à-dire la Air Force One, la Air Max, qui sont présentes en fait en permanence dans nos quotidiens et dans nos garde-robes, plutôt que d'aller sur une tendance ultra fat où en fait on voit même que les Lanvin ont commencé à réduire les productions au Portugal parce qu'en fait ils en vendent un petit peu moins qu'à une époque. Je pense qu'il faut effectivement ce type de chaussures un petit peu plus épaisse que ce que je n'ai aujourd'hui, et en même temps il faut que je le fasse de manière intelligente parce que je suis une petite entreprise, ça fait 5 ans que j'existe, que je dois être sûr que quand je sors un modèle, j'arrive à en vendre parce que du coup ça financera le développement des crochets. On dit souvent que les marques de luxe font des sneakers peu confortables. Quel est ton avis là-dessus? Alors la vraie problématique de la marque des marques de luxe en fait, c'est que ce ne sont pas des spécialistes de la basket. Quand on fait des baskets dans une marque de luxe, on va plutôt voir son fournisseur de chaussures formelles, classiques. Du coup la basket elle va être assez rigide, souvent un peu lourde, parce qu'on va utiliser des techniques en fait plus classiques en termes de construction. Aujourd'hui, pour faire une bonne basket, il faut quoi? Il faut avoir de la souplesse, avoir de la légèreté, un certain type de construction qui sont des constructions qu'on appelle Strobel, qu'on retrouve chez Adidas, chez Nike, dans le montage de la chaussure, qui amène justement la flexibilité, du confort, de la pratique du sport, etc. etc. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle basket de ce qu'on a vu là, en fait, tu vas avoir un manque de flexibilité, c'est des choses qui sont assez rigides, très lourdes, et du coup, on n'a plus ce rapport en fait au confort qu'on peut attendre. De l'autre côté, en fabriquant chez les petits artisans spécialistes de la basket, on a une sorte de relationnel avec le produit, où on peut venir chercher le détail et que chaque geste soit fait pour arriver au confort du client. Moi, je fais très attention à la semelle de propreté, c'est celle qui est à l'intérieur de la chaussure, pour qu'elle soit à mémoire de forme, qu'elle prenne l'empreinte du pied et qu'on se sente encore plus à l'aise, plus on les porte, plus on est à l'aise. Un peu comme la cosmétique sur mesure, est-ce que tu penses qu'on verra bientôt se démocratiser la sneaker sur mesure? Je pense pas qu'on puisse la voir se démocratiser en tant que telle, parce que on reste sur une production de masse sur la basket en règle générale, ou en petite série, mais en tout cas il faut qu'il y ait une série parce que c'est la répétition du geste qui fait qu'on arrive à avoir un temps de fabrication qui est plus court et du coup un tarif qui est plus intéressant. Si demain je propose une personnalisation de basket, de mon côté je suis obligé de doubler voire tripler le prix parce que ça va être une production unique par une seule personne qui va être derrière pour la faire. Et donc ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir faire attention à chacun des détails qui vont être pris. Je suis très admiratif de marques comme Nike ou Adidas qui arrivent à proposer des programmes de personnalisation. C'est pas adapté pour des marques comme moi. La seule chose qu'on peut arriver à proposer, c'est de la customisation de produits existants. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des collaborations? En ce moment, j'ai une collab en cours avec une boutique en fait qui porte un peu les mêmes valeurs d'éco-responsabilité de local qui s'appelle Adresse. On est sur une basket extrêmement rétro, vintage, inspirée du sport allemand, où on a fait leur propre coloration. On est venu changer les lacets pour faire des choses en élastique puisqu'ils sont inspirés du sport. Donc inspiré du triathlon de ce côté-là. Habituellement, le street artist, il passe avec son Posca. Dès qu'il pleut, ça commence à s'effacer. Au bout de 3 fois, j'ai plus de dessin et la chaussure devient crade. Et en fait, je voulais que ça dure dans le temps. Et du coup, j'ai proposé aux artistes d'utiliser une vieille technique de chaussures classiques qui est de faire de la patine habituellement. Donc là, on parle des chaussures Berluti, par exemple, genre de choses que plutôt nos parents ou nos grands-parents portaient.
Et en fait, c'est d'utiliser ces patines-là. C'est comme si on faisait un tatouage où les pores du cuir sont ouverts, on vient peindre, et après on va refermer les pores du cuir avec un petit cirage. Et là, ça dure dans le temps. Et oui, c'est des collabs qui ont eu lieu. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est un moyen de grandir, c'est un moyen de me pousser hors de mes retranchements de style, et ça me pousse à aller vers d'autres choses que j'aurais pas forcément fait moi. Merci Frédéric d'être venu nous voir et surtout d'avoir percé le mystère qui se cache derrière ton style. Mes petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, le style c'est comme le wifi, plus c'est fort, mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver. Allez, ciao!